Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Un élément reste rarement sous forme atomique et, hormis pour quelques cas singuliers comme les gaz nobles, qui ont une configuration électronique très stable, un atome va chercher à se stabiliser en créant, avec d'autres éléments, des liaisons chimiques. Ceci aboutit aux molécules, et nous allons nous intéresser dans ce cours à la formation d'une liaison chimique particulière, qui est la liaison covalente. Nous nous intéresserons également à la géométrie des molécules formées par liaison covalente. Nous allons étudier cette liaison covalente à travers un modèle que vous connaissez déjà partiellement, qui est le modèle de Lewis. On verra ensuite la notion de mésomérique, de manière à corriger quelques imprécisions du modèle de Lewis. Et on s'intéressera enfin à la géométrie des molécules. Pour ce qui est du modèle de Lewis de la liaison covalente, nous allons voir d'abord la définition d'une liaison chimique, les différents types de formation de liaisons covalentes, puis différentes règles qui vont permettre d'aboutir à la fin à la construction des représentations de Lewis et aux caractéristiques de la liaison covalente. Alors, pour ce qui est des définitions, les interactions intramoléculaires qui assurent la cohésion d'une molécule ne vont dépendre, en première approximation, que de la structure électronique des atomes. Les molécules sont des assemblages polyatomiques résultant d'interactions entre les électrons et uniquement les électrons de valence des atomes qui se lient par liaison chimique. Une liaison chimique conduit à une redistribution électronique. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Une liaison chimique est une interaction forte de l'ordre de la centaine de kilojoules par mol. On définira dans un chapitre par la suite des interactions faibles qui ne sont que de l'ordre de la dizaine de kilojoules par mol et qui ne seront pas qualifiées de liaison chimique. Il y a trois types de liaisons chimiques, la liaison métallique, la liaison ionique et la liaison covalente. On va définir ces trois types, mais très rapidement, on ne s'intéressera plus qu'à la liaison covalente. Commençons pour ce qui est de la description des trois liaisons chimiques par la liaison métallique. Une liaison métallique est une liaison dans laquelle les électrons sont délocalisés sous l'influence d'une infinité de noyaux. En fait, on va avoir les atomes d'un élément, qui va bien sûr être un élément métallique, une infinité d'atomes qui vont s'agencer les uns à côté des autres, et les électrons de ces atomes vont se délocaliser d'un atome à l'autre pour donner à l'ensemble une cohésion particulière, cohésion du métal, qu'on explique par une liaison métallique. Les électrons vont passer d'un noyau à un autre. Deuxième type de liaison, la liaison ionique. Dans la liaison ionique, on a des électrons localisés sous l'influence du noyau d'origine. On approche d'un anion et d'un cation. Le surplus d'électrons restant sur l'anion, le défaut d'électrons restant sur le cation. Une petite remarque sur la liaison ionique, ce n'est pas une simple interaction électrostatique entre deux ions, parce que ça, ce serait une liaison qui ne serait pas excessivement forte. Mais la liaison ionique, et ce qui explique après que l'on définisse des cristaux ioniques, la liaison ionique est issue d'un agencement particulier avec une infinité d'anions et une infinité de cations, tous en interaction les uns les autres, qui vont donner à l'ensemble une cohésion particulière. Comme je vous l'ai déjà précisé, dans la suite, on ne va plus s'intéresser qu'à la liaison covalente et on laissera de côté les liaisons métalliques et liaisons ioniques. Une liaison covalente, si je compare par rapport au cas des atomes isolés, eh bien on a une redistribution électronique avec des électrons qui vont être localisés sous l'influence de deux noyaux. La liaison covalente va résulter de la mise en commun de deux électrons de valence. Son champ d'action est limité aux atomes voisins. Avant d'aller regarder les différentes manières de former une liaison covalente, je vais faire un rappel sur la représentation de Lewis de quelques atomes. Pour l'hydrogène, un électron célibataire. Pour l'azote, un doublet d'électrons et 3 électrons célibataires. L'oxygène, 2 doublets d'électrons et 2 électrons célibataires. Le fluor, 3 doublets d'électrons et 1 électron célibataire. On avait établi la représentation de Lewis de ces 4 atomes
dans le cours sur la configuration électronique. J'ai fait un petit rappel dessus parce que je vais me servir essentiellement de ces atomes lorsque on ira construire des représentations de Lewis. Pour former une liaison covalente, il y a deux cas possibles pour la mise en commun de ces deux électrons de valence qui vont permettre de faire la liaison covalente. Le premier cas, c'est chaque atome apporte un électron. Dans ce cas, on symbolise le transfert d'électrons entre A et B par des demi-flèches qui correspondent au transfert d'électrons. On va alors se retrouver entre A et B avec une liaison covalente qui est issue de la mise en commun de ces deux électrons. Des exemples avec la formation du dihydrogène H2, mise en commun d'un électron de H et d'un électron de H. D'autres exemples avec par exemple la formation de la molécule d'eau, l'oxygène 2 électrons célibataires, l'hydrogène 1 électron célibataire, et on va avoir des mises en commun de 2 électrons pour former 2 liaisons sur l'oxygène avec chacun des hydrogènes. On va, à partir de cette structure de l'eau, introduire la notion de doublet liant, qui correspond à un doublet d'électrons qui est effectivement une liaison de valence, et puis un doublet non liant, ou anciennement doublet libre. J'utiliserai ces deux vocabulaires pour les doublets, qui correspondent à 2 électrons appariés qui n'interviennent pas, qui ne forment pas de liaison covalente. Autre exemple avec la formation de la molécule d'ammoniac, NH3, à partir de la structure de Lewis de l'azote et la structure de Lewis de l'hydrogène. Un dernier exemple sur la mise en commun de 2 électrons avec chaque atome qui apporte un électron, c'est le fluorure d'hydrogène, HF. L'autre possibilité pour former la liaison covalente, c'est que les 2 électrons proviennent du même atome. Voilà le formalisme qui correspond à cette formation de liaison covalente. On va avoir un atome B qu'on va appeler base de Lewis qui possède un doublet d'électrons appariés et un acide de Lewis. On définira tout à l'heure ce qu'est ce rectangle mis à droite de l'atome A. Ça permet de former donc une liaison covalente, la mise en commun des 2 électrons mais qui proviennent du même atome, ici l'atome B. Ça permet de former une liaison covalente entre A et B. Cette liaison est dite de coordination ou anciennement liaison dative. Alors pour la mise en commun de 2 électrons par liaison de coordination, l'acide de Lewis capte un électron alors que la base de Lewis va céder un des 2 électrons de son ou de l'un de ses doublets non liants. On va donc avoir apparition ou disparition de charge. Apparition d'une charge moins sur l'élément A puisqu'il capte un électron, ou éventuellement disparition de la charge si l'élément A était au départ chargé plus. A l'inverse, B perd lui un électron puisqu'il le cède pour former la liaison de coordination. On a apparition d'une charge plus sur l'élément B, ou éventuellement disparition de la charge si l'élément B était au départ chargé moins. Un exemple pour cette liaison de coordination, c'est la liaison formée entre le chlorure d'aluminium et l'ammoniac, qui permet la formation de l'entité qui est dessinée à droite ici sur cette diapositive. Il y a des cas comme par exemple le cas de formation de l'ion hydroxonium ou hydronium H3O+, où on va avoir à la fois des liaisons covalentes formées par la mise en commun de 2 électrons qui proviennent d'un seul atome, ou des liaisons covalentes qui proviennent de la mise en commun de 2 électrons, chaque atome apportant un électron. Donc c'est ici le cas dans l'ion hydroxonium. Une fois que l'entité est formée, l'entité H3O+, dessinée à droite, on ne sait pas quelle liaison est de coordination ou quelle liaison est issue de la formation d'une liaison avec 2 électrons, un apporté par chaque atome. Une fois que l'entité est formée, les liaisons sont indiscernables. Une petite remarque de vocabulaire. Pour l'ion H3O+, comme c'est marqué sur la diapositive, on peut utiliser les noms d'ion hydronium, d'ion oxonium ou d'ion hydroxonium. Les 3 noms sont autorisés, reste qu'aujourd'hui de plus en plus on trouve juste le vocabulaire d'ion hydronium ou oxonium. Moi par habitude j'ai plutôt tendance à utiliser le 3e nom, l'ion hydroxonium. Il faut que vous sachiez que les 3 sont possibles et désignent la même entité, l'ion H3O+. Les liaisons qu'on forme par
mise en commun de deux électrons, elles peuvent être simples ou elles peuvent être multiples. Par exemple, dans le difluor, on va parler d'une liaison simple. On a entre les deux atomes de fluor deux électrons. Pour le cas du dioxygène, on va former une liaison double qui est constituée, on en reparlera par la suite, d'un doublet sigma et d'un doublet pi. Entre les deux atomes d'oxygène, il y a alors 4 électrons. On peut avoir également des liaisons triples, comme dans le cas du diazote. Les 3 électrons célibataires de chaque azote vont se mettre en commun pour former 3 liaisons entre les azotes. Ces 3 liaisons correspondent à un doublet sigma et à 2 doublets pi. Il se peut également qu'il reste un électron célibataire, c'est le cas par exemple dans la formation du monoxyde d'azote. L'azote ayant 5 électrons de valence et l'oxygène 6 électrons de valence, eh bien on a un nombre impair d'électrons dans cette entité. Il n'est pas possible d'avoir des électrons appariés, soit selon des doublets liants, soit selon des doublets non liants pour l'ensemble des électrons, puisqu'on a un nombre impair. On forme alors ce qu'on appelle un radical lorsqu'on a un électron célibataire. La notion de doublet sigma ou de doublet pi vient d'une théorie de la formation de la liaison covalente beaucoup plus complexe que celle du modèle de Lewis. C'est la théorie quantique des orbitales moléculaires. Je vais faire un petit aparté sur cette théorie uniquement pour que vous ayez vu d'où viennent les notations sigma et pi que vous rencontrerez en chimie organique et en biochimie. Gardez en tête qu'au niveau de mon cours, aucune connaissance n'est exigible sur les diapositives qui viennent, c'est-à-dire les diapositives 11, 12 et 13. Cette théorie décrit les électrons d'une molécule par non plus ce qu'on avait appelé avant des orbitales atomiques, mais des orbitales moléculaires qui vont être les fonctions mathématiques solutions de l'équation de Schrödinger dans le cas de molécules. Un électron est décrit par tel ou tel OM dans une molécule selon l'orbital atomique qui le décrivait dans l'atome isolé. Alors on va prendre le cas pour simplifier d'une molécule diatomique avec seulement 2 atomes que je vais noter A et B. La théorie des orbitales moléculaires va nous dire si, entre A et B, on va former une simple liaison, une double liaison ou une triple liaison. Elle peut nous dire également que l'on ne formera pas de liaison entre A et B. L'interaction de 2 orbitales atomiques identiques, par exemple l'orbital atomique 2s de l'atome A et l'orbital atomique 2s de l'atome B, conduit à la formation de 2 orbitales moléculaires. Si dans les atomes A et B, on a des électrons dans les orbitales atomiques 2s, alors ces électrons vont être décrits dans la molécule par ces 2 orbitales moléculaires issues de l'interaction des 2 orbitales atomiques 2s. À partir de 2 orbitales atomiques, on forme 2 orbitales moléculaires. L'une de ces orbitales moléculaires est dite liante et l'autre antiliante. Qu'est-ce que ça veut dire liante et antiliante ? Je vous rappelle que les orbitales atomiques sont à relier à la probabilité de présence des électrons dans une région donnée de l'espace. Pour une orbitale moléculaire liante, on a augmentation de la probabilité de présence d'un électron entre les 2 noyaux par rapport au cas des atomes isolés. En fait, les 2 électrons qui vont être décrits par une orbitale moléculaire liante vont être responsables de la formation d'une liaison. Pour une orbitale moléculaire antiliante, on a diminution de la probabilité de présence d'un électron entre les 2 noyaux par rapport au cas des atomes isolés. Et en fait, 2 électrons qui vont être décrits par une orbitale moléculaire antiliante sont responsables de la destruction d'une liaison. Si j'oriente l'espace et que je considère que mes 2 atomes A et B s'approchent pour essayer de former une liaison selon l'axe Z. L'axe Z va être ce qu'on va appeler l'axe de ma molécule. Si j'ai une interaction entre 2 orbitales atomiques qui sont portées par l'axe de la molécule, je vais parler d'interaction axiale sigma. Les orbitales moléculaires formées vont être des orbitales moléculaires sigma et les électrons décrits par ces orbitales moléculaires, des électrons sigma. Donc sur mon exemple ici, par exemple l'interaction de 2 2s ou l'interaction de 2 2pz conduit à des interactions sigma, donc des orbitales moléculaires sigma. Si j'ai des interactions entre 2 orbitales atomiques qui ne sont pas portées par l'axe de la molécule, donc ici, si l'axe de la molécule c'est l'axe Z, eh bien ça concerne les orbitales Py et Px. Alors je vais avoir une interaction latérale pi. Les orbitales moléculaires formées vont être des orbitales moléculaires qui vont être appelées orbitales moléculaires pi, et les électrons qui vont être décrits par ces orbitales moléculaires vont être des électrons pi.
Avec ces considérations, de manière analogue au diagramme énergétique des éléments dont on déduisait la configuration électronique, on peut tracer des diagrammes énergétiques des molécules. Donc, je vous donne un exemple de diagramme énergétique des molécules. Je ne m'attache pas du tout à sa construction, donc ce n'est pas quelque chose à connaître. Mais juste pour voir que, donc, en fonction de l'énergie, on va trouver différentes orbitales moléculaires et on retrouve les notations sigma et pi dont je viens de parler en fonction si les interactions sont des interactions axiales ou latérales. Sur certaines orbitales moléculaires, il y a le signe étoile. Vous voyez la deuxième orbitale en partant du bas, sigma de S étoile, la dernière tout en haut, sigma de PZ étoile. À chaque fois qu'on a une étoile, c'est qu'on parle d'une orbitale moléculaire antiliante. Si on n'a pas d'étoile, l'orbitale moléculaire est dite liante. Enfin, sur chaque orbitale ici, vous avez des indices qui rappellent juste les orbitales atomiques à partir desquelles ces orbitales moléculaires ont été formées. Alors comment on peut utiliser ce genre de diagramme ? Imaginons que dans ma molécule, j'ai 2 électrons de valence à placer. Alors, ça respecte un peu le même type de remplissage que pour les diagrammes énergétiques des éléments. Si j'ai 2 électrons, je vais essayer de les placer dans l'orbitale moléculaire de plus basse énergie, en respectant le principe de Pauli, et donc en les mettant avec des spins antiparallèles. Ça va me dire que j'ai 2 électrons qui sont dans une orbitale sigma liante, et qui vont donc favoriser la formation d'une liaison. La liaison entre A et B va être dit sigma. Et en fait, on retrouve ici qu'une liaison simple, c'est un doublé sigma. Si j'ai 4 électrons à placer, je place mes 2 électrons dans l'orbitale qui est juste au-dessus, qui est une orbitale antiliante. Les électrons antiliants vont tendre à la destruction des liaisons. Et au final, on a formation d'une liaison sigma et destruction d'une liaison sigma ici, si j'ai 4 électrons. Et donc la théorie des orbitales moléculaires nous dit que dans ce cas-là, je n'ai pas de liaison entre A et B. Et puis ainsi de suite. Si j'en ai 6 à placer, je rajoute 2 dans l'orbitale moléculaire au-dessus qui est une orbitale moléculaire liante. Dans ce cas-là, je retrouve qu'entre A et B, j'ai une simple liaison. Et je retrouve le fait que la simple liaison, c'est forcément un doublé sigma. C'est-à-dire que c'est un doublé formé de 2 électrons sigma. Si j'ai encore 2 électrons à placer, je vais aller sur les orbitales moléculaires juste au-dessus en énergie, qui sont des orbitales moléculaires de type pi. Alors vous voyez que les orbitales ici, pi de px et pi de py, sont dégénérées. Donc on a les mêmes types de règles de remplissage, et en particulier la règle de Hund. Si j'ai 2 électrons à placer, je les place avec des spins parallèles, un électron dans chaque orbitale moléculaire. Peu importe, on se retrouve quand même ici avec 2 électrons pi dans des orbitales pi qui sont liantes et donc qui vont aboutir à la formation d'un doublé pi. Entre A et B, cette fois, j'ai 2 liaisons, un doublé sigma et un doublé pi, d'après mon diagramme d'orbitale moléculaire. Et je viens de mettre en évidence ici qu'une double liaison, c'était l'association d'un doublé sigma et d'un doublé pi. Si j'ai encore 2 électrons à placer, je les place avec des spins antiparallèles dans chacune de mes orbitales moléculaires pi, et je vais me retrouver cette fois avec 3 doublés. 3 doublés qui va donc former une triple liaison entre A et B. Et cette triple liaison, c'est l'association d'un doublé sigma et de 2 doublés pi. Alors si je continue et que j'ai 2 électrons encore à placer, je vais assister à la destruction d'un doublé pi, étant donné que j'ai des électrons non liants. Dans ce cas-là, je repasse à un cas où j'ai une double liaison. Et la double liaison, c'est toujours un doublé sigma, un doublé pi. Et puis si j'en place encore 2, dans ce cas-là, je ne vais plus avoir de doublé pi, parce que j'ai autant d'électrons pi liants que d'électrons pi antiliants. Il ne me reste qu'une liaison sigma due aux électrons dans la sigma de PZ. Et je me retrouve avec une simple liaison entre A et B. Et puis si jamais j'ai encore 2 électrons à placer, l'effet des électrons liants et des électrons antiliants sur l'ensemble du diagramme s'annihile. Et je me retrouve avec 2 atomes isolés qui préfèrent rester sous forme d'atomes isolés plutôt que de former une liaison. Donc la théorie des orbitales moléculaires me dit que je n'ai pas de liaison entre A et B. Alors, voici pour cet aparté sur la théorie des orbitales moléculaires. Je vais revenir maintenant au concept de la liaison covalente dans le modèle de Lewis. La formation de la liaison covalente va être régie par ce qu'on appelle la règle de l'octet. Comme on a vu dans le cours sur la classification périodique des éléments, les gaz nobles ont une configuration de valence en NS2, NP6. C'est-à-dire qu'ils ont 8 électrons de valence. Ça leur confère une structure particulièrement stable.
Et les autres atomes, autres que les gaz nobles, qui ont au moins pour le bloc S et le bloc P moins de 8 électrons de valence, ils vont toujours chercher à engager des liaisons covalentes de manière à s'entourer du 8 électrons, afin de tendre vers la configuration électronique des gaz nobles. 8 électrons, ça correspond à 4 doublés, qu'ils soient liants ou non, et 8 électrons, c'est en fait ce qu'on appelle la règle de l'octet. L'énoncé de la règle de l'octet, eh bien, c'est la stabilité maximale d'un édifice est obtenue si tous les atomes sont entourés de 4 doublés, que ces 4 doublés soient liants ou non. Et ça, en fait, c'est à l'origine du fait que chaque atome va chercher à engager des liaisons de manière à s'entourer de 8 électrons. Alors à partir de cette règle de l'octet, il ne va pas falloir confondre le nombre d'électrons de valence propres d'un élément et les électrons qu'il a autour de lui. C'est 8 électrons. La conséquence de la règle de l'octet, c'est qu'un atome dont le nombre d'électrons de valence, que je note NV, est supérieur ou égal à 4, va tendre à engager 8 - NV liaisons covalentes, afin de respecter cette règle de l'octet. Si j'illustre par exemple avec le cas du carbone, le carbone a 4 électrons de valence, il va chercher à former 8 - 4, c'est-à-dire 4 liaisons covalentes, afin de s'entourer de 4 doublés. Le carbone aura toujours ses 4 électrons de valence, mais il sera entouré par la formation de 4 liaisons de 8 électrons. Même chose par exemple pour l'azote, qui a 5 électrons de valence, il va chercher à former 3 liaisons. Au final, il aura 3 liaisons formées grâce à 3 électrons de valence, et ces 2 autres électrons de valence vont s'agencer en un doublé non liant, qui va être le 4e doublé autour de l'azote. Un cas particulier, c'est celui de l'hydrogène, étant donné que le gaz noble qui lui correspond, qui est juste derrière dans la classification périodique des éléments, c'est l'hélium. Or, l'hélium a une configuration en 1s2, il n'est entouré que de 2 électrons. En fait, on parle pour l'hydrogène et l'hélium de la règle, non pas de l'octet, mais du duet. L'hydrogène, de manière à ressembler à l'hélium, va tendre à posséder un doublé, qui soit liant ou non. En particulier, il va tendre à former une liaison covalente. Il faut faire attention que la règle de l'octet est très rapidement mise en défaut. Toutefois, les éléments de la seconde période, qui sont le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène et le fluor, ils ne seront jamais entourés de plus de 8 électrons. On peut retenir cette règle pour les atomes dont on se servira le plus, le carbone, l'azote, l'oxygène et le fluor. En fait, on dit que ces éléments vont pouvoir ne pas respecter la règle de l'octet par défaut. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils vont pouvoir être entourés de 7, 6, 5 électrons. En tout cas, ils ne seront jamais contraires à la règle de l'octet par excès, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais entourés de plus de 8 électrons. C'est la même chose pour l'hydrogène, qui ne sera jamais entouré de plus de 2 électrons. Étant donné le nombre d'électrons de valence des éléments hydrogène, carbone, azote, oxygène et fluor, on peut en déduire le nombre de liaisons qu'ils ont tendance à former. Une liaison pour l'hydrogène et le fluor qui sont dits monovalents, 2 liaisons pour l'oxygène qui est dit divalent, 3 liaisons pour l'azote trivalent et 4 liaisons pour le carbone qui est tétravalent. L'ensemble des structures que l'on a dessinées depuis le début de ce cours, H2, HF, F2, la molécule d'eau, la molécule de dioxygène, l'ammoniac NH3 et le diazote N2, eh bien l'ensemble de ces structures vérifie d'une la règle de l'octet, ou du duet pour l'hydrogène, et font apparaître les caractères monovalents du fluor et de l'hydrogène, divalents de l'oxygène, trivalents de l'azote. Pour le cas du carbone, si je reprends la formule de Lewis de l'atome de carbone que nous avions déterminé dans le cours sur les configurations électroniques, et que j'essaye par exemple de dessiner la représentation de Lewis du monoxyde de carbone. Par formation d'une liaison native et de 2 liaisons avec mise en commun d'électrons célibataires, je tombe sur la structure dessinée à droite, où le carbone est trivalent. Est-ce que le carbone est trivalent en général ? Non, il se trouve que le monoxyde de carbone, et sa représentation de Lewis ici, c'est un cas particulier. En fait, pour le carbone, si je prends par exemple le cas du méthane, le carbone va pouvoir former des liaisons, non pas
dans son état fondamental, mais on va avoir passage par un état excité du carbone avant la formation de liaison dans le cas le plus général. Si je représente le doublet d'électrons du carbone par 2 électrons, il se trouve que ce doublet, ce sont 2 électrons dans l'orbital atomique de S, eh bien je vais avoir un électron qui va passer de l'orbital atomique de S vers l'orbital de P vacante. Je vais pouvoir dessiner donc une structure, une représentation de Lewis de l'atome de carbone dans un état excité, que je note avec une petite étoile, où le carbone a 4 électrons célibataires. Et alors, par formation de 4 liaisons, on va tomber sur la structure du méthane représentée à droite, où on fait apparaître le caractère tétravalent du carbone. Dans ce paragraphe, on va voir les limites de la règle de l'octet. Comme je l'ai déjà dit, la règle de l'octet est très rapidement mise en défaut. De 2 manières. La première manière, on va trouver ce qu'on appelle des composés déficients en électrons. Je vais prendre l'exemple de l'hydrure de beryllium. Le beryllium, eh bien, c'est l'atome de numéro atomique 4. Sa structure électronique, c'est structure de l'hélium pour les électrons de cœur, et puis les électrons de valence sont en 2s2. La représentation de Lewis du beryllium est donc celle-ci. De la même manière que pour le carbone, je vais dire que je vais avoir un électron S qui va passer dans une orbitale de P vacante pour former l'état excité du beryllium dessiné à droite. Et alors, je vais pouvoir écrire la structure de Lewis du beryllium, H lié au beryllium, lié à un autre hydrogène. On voit ici que le beryllium est entouré de 2 doublets d'électrons. Il a donc une déficience de 4 électrons par rapport à la règle de l'octet. Ce qu'on va signifier par l'introduction de lacunes électroniques. On va placer autour du beryllium 2 lacunes électroniques qui vont signifier qu'on a une déficience de 2 paires d'électrons par rapport à la règle de l'octet. On peut faire le même travail sur un certain nombre de composés. Je vais vous donner les exemples de l'hydrure de bore et du chlorure d'aluminium sur lesquels vous pouvez travailler. On va trouver que la représentation de Lewis de l'hydrure de bore, eh bien on doit, pour montrer qu'on a une déficience par rapport à la règle de l'octet, introduire une lacune électronique. Pour ce qui est du chlorure d'aluminium, une lacune électronique également sur l'aluminium. On dit alors, dans ces cas-là, que le beryllium, le bore et l'aluminium ne respectent pas la règle de l'octet par défaut d'électrons. Le fait que les 3 composés présentés ici ne respectent pas la règle de l'octet par défaut fait donc apparaître sur les atomes centraux des lacunes électroniques. En fait, c'est la même notation que ce que j'avais utilisé pour les acides de Lewis, et c'est là l'origine de la notion d'acide de Lewis. Les 3 composés présentés ici, avec leurs lacunes électroniques, sont des acides de Lewis. L'autre cas où la règle de l'octet n'est pas respectée, ce sont pour ce qu'on va appeler les composés hypervalents. C'est valable pour les éléments de la 3e période et plus. On va avoir plus de 4 doublets possibles. Encore une fois, les éléments de la 2e période ne peuvent pas être entourés de plus de 8 électrons, donc on ne va pas avoir pour eux plus de 4 doublets possibles. Le terme composé hypervalent n'est pas un très très bon terme. On a l'impression que ce sont des éléments qui vont engager plus de liaisons qu'ils n'ont d'électrons de valence. Or, ce n'est pas le cas. En fait, les composés hypervalents, eh bien, ça va être des composés dans lesquels on a des atomes qui peuvent avoir plus de 4 doublets, donc qui ne vont pas respecter la règle de l'octet par excès d'électrons. Exemple pour le trifluorure de chlore, où le chlore a ici 5 doublets, 2 non-liants et 3 liants. Le chlore a bien dans cette structure 2 doublets non-liants et pas un seul, car l'élément chlore, sous sa forme atomique, il a 7 électrons de valence. Il faut, dans l'entité, dans la structure de Lewis, retrouver ces 7 électrons de valence pour le chlore. Sinon, il serait chargé. Ce qui explique qu'on retrouve 2 doublets non-liants ici sur le chlore et qu'au final, le chlore ne respecte pas la règle de l'octet. D'autres exemples peuvent être pris, par exemple le pentachlorure de phosphore. Dans cette entité, le phosphore va former 5 liaisons avec 5 chlores. Le phosphore va donc être entouré de 10 électrons. Autre exemple, l'hexafluorure de soufre, où le soufre va former 6 liaisons avec 6 fluores. Le soufre sera entouré de 12 électrons. De manière à pouvoir mettre en place une méthode systématique
qui va nous permettre de construire des représentations de Lewis, on a besoin de définir la notion de charge formelle. Donc je vais définir ici la notion de charge formelle, et puis j'en profiterai puisque les concepts sont quasi analogues pour définir le concept de nombre d'oxydation. Ce concept, on n'en reparlera pas tout de suite, mais on s'en resservira dans les chapitres qui viennent, et en particulier le chapitre sur les équilibres d'oxydoréduction, qui sera le dernier chapitre du cours de chimie physique. Au niveau de la charge formelle portée par un atome, ça correspond à la différence d'électrons de valence entre le cas où l'atome est isolé et le cas où l'édifice est formé. Toutes les liaisons vont être considérées comme purement covalentes. Je vais revenir sur ce que veut dire des liaisons purement covalentes. Une petite remarque qui va vous permettre de vérifier votre calcul, c'est que la somme de toutes les charges formelles d'une entité est égale à la charge de l'espèce. Je vais illustrer mon propos sur le cas de l'ion hydronium ou hydroxonium H3O+. J'ai mis ici la représentation de Lewis de cet ion sans placer la charge plus. On va calculer pour chaque atome sa charge formelle et vérifier que chaque hydrogène a une charge formelle de 0 et que l'oxygène a une charge formelle de plus 1. Ce qui confirmera l'écriture complète que j'ai déjà dessinée dans une diapositive lorsque j'illustrais la formation de liaisons de coordination. Donc, dans cette entité, j'ai des hydrogènes et j'ai un oxygène. Les hydrogènes, lorsque ce sont des atomes isolés, ils ont un électron de valence. L'oxygène, lorsque c'est un atome isolé, il a 6 électrons de valence. Dans mon entité, je vais considérer mes liaisons comme purement covalentes. Purement covalentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une liaison covalente, je considère que les deux électrons qui forment la liaison covalente, un appartient à l'oxygène, l'autre appartient à l'hydrogène. À partir de ce formalisme, je peux décomposer mon ion H3O+ ici en 3 hydrogènes qui emmènent avec eux chacun un électron de valence, et puis l'oxygène qui se retrouve avec 5 électrons de valence, le doublet non liant, et puis 3 électrons pour les 3 liaisons covalentes qu'il formait avec les 3 hydrogènes. Maintenant, je vais comparer par rapport aux atomes isolés, eh bien, les électrons que possèdent mes éléments lorsque j'ai séparé les liaisons comme ça en les considérant comme purement covalentes. Pour ce qui est de l'hydrogène, dans le cas de l'atome isolé, l'hydrogène a un électron de valence. Dans l'édifice, chaque hydrogène ici a un électron de valence. Donc aucun des hydrogènes n'est chargé dans mon édifice. Pour ce qui est de l'oxygène, autant l'oxygène sous forme d'atome isolé a 6 électrons de valence, autant dans l'édifice ici lorsque je considère mes liaisons comme purement covalentes, eh bien l'oxygène possède 5 électrons de valence, les 3 électrons célibataires et le doublet non liant. Ce qui fait que dans l'édifice, l'oxygène a un déficit d'un électron, ce qu'on va formaliser par la présence d'une charge formelle plus sur l'atome d'oxygène. Donc la charge de mon espèce correspond exactement à une charge formelle plus que je vais placer sur un oxygène et pas sur un hydrogène. Donc il est très important de savoir placer correctement les charges formelles sur une entité. Donc ce petit travail que je viens de faire ici pour l'ion H3O+, il faut comprendre et être capable de le reproduire sur d'autres exemples. Alors pour s'entraîner un peu, on va faire d'autres exemples. Premier cas, le cas de l'ion amidure NH2-. Je sais donc que j'ai une charge moins pour l'entité. Maintenant, où est-ce que cette charge moins se place? Voici une représentation de Lewis de NH2-. Je ne préjuge pas de la position du moins, donc c'est pour ça que je mets entre crochets avec mon moins autour de NH2. Si je considère mes liaisons comme purement covalentes, alors déjà, l'hydrogène, lorsque c'est un atome isolé, il a un électron. Dans l'édifice, si je considère mes liaisons comme purement covalentes, eh bien, chaque hydrogène a également un électron. Ce qui fait que la charge formelle pour chaque hydrogène est de 0. Même travail pour l'azote. L'azote, dans le cas où c'est un atome isolé, il a 5 électrons. Dans l'édifice, en considérant mes liaisons comme purement covalentes, je vais me retrouver autour de l'azote avec 6 électrons. Les 4 électrons correspondant aux 2 doublets non liants, et puis 2 électrons qui proviennent des 2 liaisons covalentes que l'azote forme avec les 2 hydrogènes. 6 électrons dans l'édifice, 5 électrons lorsqu'il est sous forme d'atomes isolés,
eh bien, l'azote a un excès d'un électron, ce qu'on formalise par la présence d'une charge formelle de -1 sur l'azote. Donc voici la représentation de Lewis de l'ion amidure lorsque j'ai placé ma charge formelle, qui se trouve ici être sur l'azote. Un autre exemple avec le monoxyde de carbone. Cet exemple-là, je ne vais pas le détailler, c'est juste pour vous dire que le monoxyde de carbone est une espèce non chargée, mais globalement non chargée. Parce que si j'essaie de représenter sa représentation de Lewis, et si je calcule les charges formelles, je vais trouver que sur le carbone, on a une charge formelle de -1, et sur l'oxygène, on a une charge formelle de +1. Vous pourrez vous entraîner sur ce petit exemple à retrouver les charges formelles. On a bien ici, donc charge formelle sur le carbone -1, charge formelle sur l'oxygène de +1, et on a bien ici la somme des charges formelles qui est égale à 0. Donc le monoxyde de carbone, CO, est globalement non chargé. On dit que sa charge est nulle. Toutefois, malgré le fait que cette charge soit nulle, on a la présence de charge formelle. Donc ça peut arriver. Il ne faut pas, parce qu'une entité est non chargée, que vous considériez qu'il n'y ait pas de charge formelle, ou si une entité est chargée juste moins ou juste plus, que vous considérez que vous n'allez trouver qu'une charge formelle. En faisant le petit calcul et en décomposant votre molécule et en faisant le petit calcul des charges formelles, vous pourrez trouver une multiplication des charges formelles. Ce qu'il faut juste que vous vérifiez, c'est que la somme des charges formelles que vous avez trouvées correspond bien à la charge de l'édifice. Alors le nombre d'oxydation, que je définis ici encore une fois juste parce que sa définition ressemble à la définition de la charge formelle, mais dont on ne se servira pas tout de suite et qu'on reverra dans le chapitre sur les équilibres d'oxydoréduction. Le nombre d'oxydation, ou degré d'oxydation, ça correspond à la différence d'électrons de valence entre l'atome isolé et l'atome lorsque l'édifice est formé, toutes les liaisons étant cette fois considérées comme purement ioniques. Je vais revenir encore une fois sur ce que veut dire le purement ionique. De la même manière que la somme des charges formelles est égale à la charge de l'espèce, la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'espèce. Je vais prendre un exemple, l'exemple du monoxyde de carbone dont on a déjà représenté la structure de Lewis, et j'ai noté ici pour le monoxyde de carbone les charges formelles, -1 sur le carbone, +1 sur l'oxygène. Si j'essaie de calculer le nombre d'oxydations, je vais devoir considérer les liaisons comme purement ioniques. Alors ça veut dire quoi purement ionique? On a déjà un petit peu parlé de la liaison ionique, c'est-à-dire que je vais considérer que c'est une interaction entre un cation et un anion. Pour cela, il faut que je casse mes liaisons covalentes. Je les casse, mais dans le cas de la charge formelle, chaque atome part avec un électron parce qu'on considère les liaisons comme purement covalentes. Ici, si on les considère comme purement ioniques, on va dire que c'est l'atome le plus électronégatif des deux éléments qui forment une liaison qui emmène avec lui les électrons. Les 2 électrons si j'ai une liaison simple, les 4 électrons si j'ai une liaison double, les 6 électrons si j'ai une liaison triple, ce qui est le cas ici. L'oxygène étant plus électronégatif que le carbone, eh bien je vais dire ici que cette entité, c'est comme si j'avais un carbone avec un doublet non liant et un oxygène avec 4 doublets non liants, étant donné que j'emmène avec l'oxygène les 6 électrons qui étaient les 6 électrons de la triple liaison carbone-oxygène. Vous voyez ici que les charges moins et plus, qui sont des charges formelles, je ne m'en occupe absolument pas dans le concept de nombre d'oxydation. C'est général, faut pas confondre charge formelle et nombre d'oxydation, et pas essayer de corriger le nombre d'électrons du fait que le carbone soit chargé moins, du fait que l'oxygène soit chargé plus. C'est des notions, le moins et le plus, qui ont à voir avec la charge formelle et pas avec le nombre d'oxydation. Alors maintenant que j'ai fait ce petit travail en cassant mes liaisons, en les considérant comme purement ioniques, eh bien je compare par rapport aux atomes isolés. Le carbone, dans le cas atome isolé, a 4 électrons de valence. Si la liaison est ionique dans CO, eh bien le carbone se retrouve avec 2 électrons. Les 2 électrons sont doublés non liants. Ainsi, on va dire que le nombre d'oxydation du carbone, ça va être +2, puisqu'il a un déficit de 2 électrons par rapport au cas de l'atome isolé. Même travail pour l'oxygène. Je vais comparer les 6 électrons de l'atome isolé aux 8 électrons qu'il a ici si les liaisons sont purement ioniques. Et je vais dire que l'oxygène a un nombre d'oxydation de -2, puisqu'il a un excès de 2 électrons par rapport à l'atome isolé. J'ai choisi cet exemple du monoxyde de carbone pour déjà illustrer le concept de nombre d'oxydation, mais pour vous montrer aussi que charge formelle et nombre d'oxydation, même si les définitions
sont presque identiques, le fait de considérer comme la liaison comme purement ionique ou purement covalente, eh bien, ça vous donne des résultats complètement différents. Vous voyez ici que le nombre d'oxydation du carbone est de plus 2 dans CO, alors que sa charge formelle est de moins 1. De la même manière, le nombre d'oxydation de l'oxygène est de moins 2 dans CO, alors que sa charge formelle est de plus 1. Mais dans les deux cas, on a la charge de l'édifice qui est égale ici à 0, qui est la somme des charges formelles, moins 1 plus 1, et qui est aussi la somme des nombres d'oxydation, plus 2, moins 2. Nous allons maintenant, que nous avons introduit toutes ces notions, voir comment on peut construire des représentations de Lewis. On va donner deux méthodes. La première va être une méthode systématique qui va utiliser, dans un ordre défini, un certain nombre de règles. L'avantage de cette méthode, eh bien, elle va être plus adaptée aux cas compliqués. L'inconvénient, on le verra, c'est que sur des cas simples, elle va être plus lente. Sur des cas simples, on va plutôt utiliser la seconde méthode, qui va utiliser les formules de Lewis des atomes. C'est, sans que je l'ai dit, la méthode qu'on a utilisée depuis le début du cours. L'avantage, c'est qu'elle est plus rapide. L'inconvénient, c'est qu'elle va s'avérer être très délicate dès qu'on sort des cas simples. Ces deux méthodes, il faut les connaître, parce qu'il y a des cas où la première méthode est plus adaptée, et où la seconde, d'autres cas où la seconde est, elle, plus adaptée. Au niveau de la première méthode, la méthode systématique, je vais l'illustrer avec le cas de l'ion hydroxonium H3O+. Pour la méthode systématique, on commence à faire le bilan du nombre total d'électrons de valence, Ne, en tenant compte de la charge de l'édifice s'il y a lieu. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque atome, additionner le nombre d'électrons de valence, et au final, on va retrancher un électron par charge plus pour l'édifice, ou ajouter un électron par charge moins pour l'édifice. Si j'applique cette première règle à l'ion hydroxonium, l'hydrogène a un électron de valence, l'oxygène 6 électrons de valence. Comme j'ai 3 hydrogènes, je me retrouve avec 9 électrons de valence. En plus, l'espèce est chargée plus, donc il faut que j'enlève un électron de valence. On a au final 8 électrons de valence pour l'édifice H3O+. Une fois qu'on a fait ce bilan, on détermine le nombre de doublés. Le nombre de doublés, c'est facile à déterminer, puisqu'un doublé, qu'il soit liant ou non liant, eh bien, c'est 2 électrons. Le nombre de doublés, ça va tout simplement être la moitié du nombre d'électrons, Ne, qu'on vient de calculer. Si jamais le nombre de doublés n'est pas entier mais demi-entier, on a affaire à un radical. C'est-à-dire que au début, on avait un nombre impair d'électrons de valence total pour l'édifice. Ici, dans le cas de l'ion H3O+, 8 électrons de valence, donc 4 doublés, la structure ne possède pas d'électrons célibataires. On va alors construire la structure en positionnant les doublés, liants, par simple, double ou triple liaison, et non liants, en respectant au maximum la règle de l'octet et en plaçant l'éventuel électron célibataire. Il n'y a pas d'électron célibataire dans le cas de H3O+, je vais placer l'oxygène au milieu, placer les hydrogènes autour, et essayer de relier ces atomes par 4 doublés, puisqu'on a trouvé que dans cet édifice, il y avait 4 doublés. Ceci me donne la structure suivante. Donc, en respectant la règle de l'octet ou du duet pour l'hydrogène, je tombe sur cette structure où je ne sais pas encore où est ma charge plus. Pour savoir où est ma charge plus, il faut positionner là où les éventuelles charges formelles en calculant pour chaque atome la charge formelle. Ici, on a déjà fait le travail pour H3O+, la charge plus est sur l'oxygène. La difficulté de cette méthode tient dans le troisième point. Le fait de construire la structure en positionnant les doublés. De temps en temps, on ne sait pas trop, on tâtonne un petit peu pour positionner l'ensemble des doublés. C'est assez facile lorsqu'on a, comme dans le cas ici, que de l'oxygène et de l'hydrogène et seulement 4 doublés à placer. Si on a des structures avec une vingtaine de doublés à placer et plus d'atomes, ça peut devenir un petit peu plus fastidieux. L'autre méthode maintenant, c'est la méthode qui utilise les formules de Lewis des atomes. On va de la même manière illustrer cette méthode par l'ion hydroxonium H3O+. Puisqu'on a une charge plus, on va, dans cette deuxième méthode, soit considérer que c'est un hydrogène qui est au départ chargé plus, soit on va considérer que c'est l'oxygène qui est au départ chargé plus. On va voir que si l'on suit la première ou la deuxième voie, ça va revenir au final au même. Si je considère que c'est l'hydrogène qui est chargé plus, alors j'ai 2 hydrogènes neutres, et puis un hydrogène avec une lacune électronique et une charge plus.
puisque l'hydrogène se retrouve avec 0 électron, H+. Il y a une déficience d'un doublé par rapport à la règle du Dewey, on lui place donc la lacune électronique. Pour l'oxygène, pas de problème, représentation de Lewis de l'atome d'oxygène classique avec ses 6 électrons de valence. On va avoir formation de 3 liaisons, donc une de ces liaisons va être une liaison dative ou liaison de coordination, et on va tomber sur la structure à droite pour l'ion hydroxonium. On sait tout de suite que la charge plus est sur l'oxygène par formation de cette liaison dative. En fait, l'oxygène qui apporte ces 2 électrons va être chargé plus. L'hydrogène lui gagne un électron, mais comme il était chargé plus, il va se retrouver non chargé. Si on avait considéré que c'était l'oxygène qui était chargé au départ, eh bien on aurait 3 hydrogènes avec leur électron de valence, et puis l'oxygène avec non plus 6, mais 5 électrons de valence. On a enlevé un des électrons dans un des doublés. Et bien à partir de ça, on va pouvoir former 3 liaisons. Les liaisons, c'est assez simple de voir où elles se forment, puisqu'on a des liaisons entre les électrons célibataires de l'oxygène et les électrons célibataires des 3 hydrogènes. On tombe directement sur la structure H3O+. Bon, on voit ici que c'est beaucoup plus simple d'utiliser la deuxième méthode pour le cas d'H3O+. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Il va souvent falloir faire appel à des atomes excités et non dans leur état fondamental lorsqu'on va utiliser cette deuxième méthode, qui ne sera pas le cas dans la première. Par exemple, si j'applique cette deuxième méthode, cette fois à l'ion nitrite NO2-, soit je vais considérer que c'est un oxygène qui est au départ chargé moins, soit je vais considérer que c'est l'azote qui est au départ chargé moins. Premier cas, si c'est l'oxygène qui est au départ chargé moins. L'azote, 5 électrons de valence, et je vais avoir 2 oxygènes, un avec 6 électrons de valence non chargés, un avec 7 électrons de valence chargés moins. L'entité, eh bien, je vais la trouver tout de suite, avec, ici c'est évident, formation de 3 liaisons, 2 liaisons entre un azote et un oxygène, une liaison entre l'azote et l'autre oxygène. Au niveau de la charge, pas de problème, elle est placée depuis le début sur l'oxygène. Si jamais j'avais considéré que c'était l'azote qui au départ était chargé moins, alors je ne peux pas former directement mes liaisons pour tomber sur une structure de Lewis équivalente. Et tel que j'ai représenté mes 3 atomes ici, eh bien, je ne m'en sors pas facilement pour créer mes liaisons covalentes de l'une ou l'autre des manières que j'avais énoncées au départ. Il va falloir considérer qu'un électron 2p d'un des oxygènes passe vers une autre orbitale 2p, de manière à faire apparaître une lacune électronique sur l'oxygène. C'est donc une représentation de l'oxygène dans son état excité. L'intérêt d'avoir fait cette lacune électronique, eh bien, c'est qu'on va pouvoir former une liaison de coordination entre cet oxygène dans son état excité et l'azote par un de ces 2 doublés d'électrons. Une fois ça fait, grâce à la liaison de coordination, on retombe sur la même structure. Encore une fois, lors de la formation de la liaison de coordination, eh bien, on a apparition ou disparition de charge. L'azote était chargé moins, il va se retrouver non chargé. L'oxygène était lui non chargé, il va gagner un électron amené par l'azote, il va se retrouver chargé moins. Vous voyez que sur cet exemple de l'ion nitrite, en fonction du choix que l'on a fait de placer la charge moins soit sur un oxygène, soit sur l'azote, eh bien, la difficulté n'est pas la même. Et on peut trouver des cas où il va falloir faire placer plusieurs atomes dans leur état excité pour pouvoir, au final, construire une représentation de Lewis. Dans ce cas-là, il est moins fastidieux, il est plus facile de passer par la première méthode, même si elle est souvent plus longue. On aurait pu se dire, dans le cas où l'on considère que c'est l'azote qui est au départ chargé moins, que plutôt que de faire passer un électron 2p de l'oxygène vers une autre orbitale atomique 2p de ce même oxygène, on pourrait imaginer faire passer un électron 2p de l'azote vers une orbitale atomique ou vers l'orbitale atomique 3s de l'azote, qui est l'orbitale qui suit en énergie les orbitales 2p. De manière en fait à ce que l'azote ait 4 électrons célibataires pour former des liaisons avec les 2 x 2, 4 électrons célibataires des 2 oxygènes. On aboutit alors à la forme représentée à droite, pour laquelle l'azote ne respecte pas la règle de l'octet, car il est en excès d'électrons par rapport aux 4 doublés de cette règle. Et ceci est impossible, car l'azote est dans la deuxième période de la classification périodique.
Alors, on touche en fait ici l'explication théorique de la règle de l'octet. Cela ne se produit pas car il y a une trop grande différence d'énergie entre les OA 2P et l'OA 3S. Dès qu'on arrive dans les éléments de la troisième période, qui peuvent ne pas respecter la règle de l'octet par excès d'électrons, je vais comparer la structure de l'ion nitrate, NO3-, par les deux méthodes. Je ne vais pas comparer sa structure, mais je vais comparer l'obtention de la structure par les deux méthodes. Selon la première méthode, l'oxygène ayant 6 électrons de valence, l'azote 5 électrons de valence, on a pour cette entité un nombre total d'électrons de valence de 23 électrons, étant donné qu'il y a 3 oxygènes. Et en plus, une charge de moins, donc on a un électron de valence en plus, 24 électrons. Avec 24 électrons, on sait qu'on va donc avoir 12 doublés à placer. Je vais placer ces 12 doublés pour relier mes oxygènes et mon azote. Je place l'azote au centre et ensuite j'essaye de placer 12 doublés. Je fais en sorte que l'ensemble de ces atomes respecte la règle de l'octet. Au final, en tâtonnant éventuellement un peu, je tombe sur cette structure-là où je ne sais pas encore où est placée ma charge moins. Vous voyez que dans cette structure, pas de problème, l'azote respecte la règle de l'octet et que les 3 oxygènes respectent la règle de l'octet. Si vous comptez les doublés, on a bien ici 12 doublés. Si je fais le même travail que ce qu'on a déjà vu sur les charges formelles, je vais trouver en fait qu'il n'y a pas une seule charge formelle, mais 3 charges formelles. Et que la charge globale de l'édifice est égale à la somme de ces 3 charges formelles. Pour le calcul de la charge formelle, l'azote a en effet dans l'entité 4 électrons de valence, donc un de moins qu'à l'état d'atome isolé, et chaque oxygène possède 7 électrons de valence dans l'entité, soit un de plus qu'à l'état d'atome isolé, ce qui justifie les charges formelles plus sur l'azote et moins sur les 2 oxygènes. Par la première méthode, on aurait pu, en voulant placer 12 doublés dans cet édifice, décrire la structure de Lewis telle que je l'ai représentée ici. Faites attention, il ne faut jamais écrire ce type de représentation, puisque là, l'azote se retrouve avec 10 électrons autour de lui. Il ne va donc pas respecter la règle de l'octet avec un excès d'électrons, ce qui est totalement impossible. Si j'essaie de donner la structure de cet ion nitrate par la deuxième méthode, soit je vais considérer que c'est un oxygène qui est au départ chargé moins, et il va falloir que je dessine un des atomes dans un état excité pour pouvoir m'en sortir et tomber sur la structure de Lewis. Ici, je vais considérer qu'un des 2 oxygènes non chargés va être dans son état excité par passage d'un électron 2p dans une autre orbitale 2p. Je vais pouvoir former une liaison de coordination et puis ensuite 3 autres liaisons simples à voir avec les 3 électrons célibataires de l'azote pour tomber sur une structure analogue, heureusement, à celle que l'on a trouvée par la première méthode. Bien sûr, la structure de Lewis, on tombera toujours par les 2 méthodes sur la même. Si j'avais considéré que c'était l'azote qui, au départ, était chargé moins, alors il aurait fallu écrire 2 atomes d'oxygène dans un état excité. Et au final, on aurait bien trouvé la même structure. Nous allons maintenant nous intéresser aux caractéristiques de la liaison covalente. En commençant par l'énergie et la longueur de liaison. La liaison covalente, c'est une liaison forte. L'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut fournir pour casser la liaison, est de plusieurs centaines de kilojoules par mol. 2 exemples avec une liaison simple carbone-carbone et une liaison simple carbone-oxygène. Il faut fournir 345 kJ par mol pour casser une liaison CC. 356 kJ par mol pour casser une liaison CO. Donc l'énergie de liaison est de plusieurs centaines de kilojoules par mol pour une liaison covalente. La longueur d'une liaison covalente, elle est de l'ordre de la centaine de picomètres. 2 exemples d'illustration, elle est de 154 picomètres pour une simple liaison carbone-carbone, 143 picomètres pour une simple liaison carbone-oxygène. On voit avec ces 2 exemples que la liaison carbone-carbone est légèrement plus longue et légèrement moins forte que la liaison carbone-oxygène. C'est un cas général, il se trouve que plus une liaison est forte et plus elle est courte. Pour 2 éléments donnés,
Les liaisons multiples sont plus fortes, et donc plus courtes également, que les liaisons simples. Par exemple, au niveau du carbone, la double liaison carbone-carbone a une longueur de 134 picomètres, une énergie de liaison de 615 kJ par mol. Elle est bien plus courte et plus forte qu'une simple liaison carbone-carbone. La triple liaison carbone-carbone a une longueur de liaison encore plus courte et une énergie de liaison encore plus élevée. On va aller voir maintenant, toujours dans les caractéristiques de la liaison covalente, la notion de liaison polarisée. Ce petit schéma devrait représenter la répartition électronique ou la densité électronique, c'est la même chose, de la molécule de HCl si la densité électronique n'était pas modifiée par formation de la liaison covalente, c'est-à-dire si les rayons atomiques n'étaient pas modifiés lorsque les éléments s'engagent dans les molécules. Les sphères bleues représentent donc ici les rayons atomiques, notion dont on a déjà parlé, rayons atomiques ici donc du chlore et de l'hydrogène. En fait, après formation de la liaison covalente, la densité électronique réelle est plus importante que prévu sur le chlore et moins importante que prévu sur l'hydrogène, ce qui se voit sur le schéma qui vient de s'afficher. Ceci est à relier à l'électronégativité. Puisque le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, il a tendance à attirer vers lui les électrons lorsque la liaison covalente se forme. Sur cette représentation très schématique de la molécule de HCl, je vais dire que le chlore possède une charge partielle négative ou densité de charge négative et que l'hydrogène possède une charge partielle positive ou densité de charge positive. La charge partielle négative est notée delta-, la charge partielle positive est notée delta+. Ces charges partielles ne sont pas des vraies charges, c'est-à-dire que l'on n'a pas un ion Cl- et un ion H+, on a bien une liaison entre H et Cl, mais avec ce qu'on appelle des charges partielles. On utilisera cette notation delta+ et delta- dès lors que l'on aura par la suite une liaison entre deux éléments d'électronégativité différentes. Je vais alors dire que la liaison entre le chlore et l'hydrogène est polarisée. On définit comme en physique un moment dipolaire. La molécule de HCl est en fait un dipôle électrostatique car le barycentre des charges négatives n'est pas confondu, ne coïncide pas avec le barycentre des charges positives. Par convention, le moment dipolaire va de la charge moins vers la charge plus, donc ici du delta- vers le delta+. Il y a une ancienne convention, celle d'orienter les moments dipolaires du delta+ vers le delta-, mais cette convention, dite convention des chimistes, tente à disparaître, donc j'essaierai de ne pas l'utiliser. Toutefois, utiliser l'une ou l'autre des conventions n'a pas beaucoup d'importance. Alors, une liaison covalente polarisée, c'est une liaison entre deux liaisons modèles. La liaison purement covalente et la liaison purement ionique. La liaison purement covalente a lieu entre deux éléments de même électronégativité et la liaison purement ionique entre deux ions. La charge partielle delta est de 0 si la liaison est purement covalente. Elle est de 1 si la liaison est purement ionique. Et elle est comprise entre 0 et 1 pour les liaisons polarisées. Plus la différence d'électronégativité est importante entre les deux éléments que l'on considère pour une liaison polarisée, et plus delta tend vers 1, à l'inverse, plus la différence d'électronégativité est faible, et plus delta tend vers 0. Le modèle de Lewis et la représentation de Lewis, qu'on vient de voir à l'instant, possèdent certaines limites. On va voir dans le paragraphe grand de 1 certaines limites de ce modèle de Lewis. On expliquera alors la notion de mésomérie qui va permettre d'élargir un petit peu le champ d'application de ce modèle de Lewis. Alors, pour montrer la limite du modèle de Lewis, je vais me servir du cas de l'ion carbonate. Une liaison C double liaison O a normalement une longueur de 122 picomètres. Une liaison simple CO a une longueur de 143 picomètres. Pour l'ion carbonate, dont je vous ai donné à gauche la représentation de Lewis, on va trouver expérimentalement que les trois liaisons carbone-oxygène sont strictement équivalentes et que leur longueur est comprise entre 122 et 143 picomètres. Or, selon la représentation indiquée à gauche, eh bien, on a une liaison double et deux liaisons simples. On voit que le modèle de Lewis
n'est pas concordant avec ce qu'on constate expérimentalement. Pour pouvoir justifier que les trois liaisons sont équivalentes, on va utiliser le fait que le modèle de Lewis est ce qu'on appelle un modèle de liaison localisé. Ici, dans la notion de mésomérie, on va délocaliser les liaisons. On peut délocaliser les liaisons et délocaliser également les doublés non liants. Si, sur ma molécule, je choisis de rabattre un doublé non liant entre un carbone et un oxygène, je dis que je délocalise le doublé non liant. Le carbone ne peut se retrouver avec plus de 8 électrons, de manière à respecter la règle de l'octet. Il va falloir également délocaliser la double liaison carbone-oxygène, c'est-à-dire que les 2 électrons de la liaison carbone-oxygène du doublet pi vont partir sur l'oxygène et on va se retrouver avec la structure indiquée à droite. La flèche dessinée telle quelle entre les deux structures est la flèche que l'on utilise lors de la notion de mésomérie, ce n'est pas une flèche d'équilibre chimique. De la même manière, je vais pouvoir délocaliser un doublet non liant de l'oxygène en haut à gauche. Pour que le carbone respecte la règle de l'octet, il faut délocaliser également la double liaison. On tombe sur une troisième structure pour cet ion carbonate. L'ensemble de ces 3 structures sont appelées 3 formules mésomères. On a l'habitude de les noter entre crochets. Il faut bien faire attention que les formules mésomères, une représentation ne reflète pas la réalité. En fait, la molécule va être décrite par l'ensemble de ces 3 formules mésomères. Lorsque plusieurs structures de Lewis peuvent être décrites pour un orifice polyatomique, le squelette, c'est-à-dire les noyaux et les liaisons simples restant intactes, alors que les liaisons multiples et les doublés non liants se délocalisent, donc se répartissent autrement, aucune des représentations ne décrit correctement la structure électronique réelle, mais toutes participent à sa description. Les différentes représentations sont appelées formules mésomères ou formules de résonance. Le poids statistique ou la représentativité statistique d'une formule mésomère est plus grande si, dans l'ordre, la règle de l'octet est respectée pour les éléments de la deuxième période. Encore une fois, j'insiste, ici je parle de respect de la règle de l'octet. Un élément de la deuxième période peut éventuellement ne pas respecter la règle de l'octet par défaut d'électrons, mais jamais, jamais, jamais par excès d'électrons. Le poids statistique d'une formule mésomère est plus grande si, deuxième règle, la formule fait apparaître un minimum de charges formelles. Enfin, si les charges formelles négatives sont portées par les atomes les plus électronégatifs et les positives par les atomes les moins électronégatifs. Alors on va illustrer cette histoire de poids statistique sur différents exemples qui vont reprendre les 3 points. Le premier, c'est l'exemple de NO+, dont j'ai représenté ici 2 formules mésomères, qui vont être les formules mésomères de NO+. Je peux passer de l'une à l'autre si un doublé de l'oxygène se rabat entre l'oxygène et l'azote pour former la triple liaison. Vous pouvez vérifier le calcul des charges formelles, le fait que sur la représentation de gauche, l'azote ne respecte pas la règle de l'octet, donc qu'on lui met une lacune, etc., etc. Quelle est la plus probable de ces 2 formes ? Eh bien, on ne va garder ici qu'une représentation de Lewis pour NO+, celle de droite. Pourquoi ? Eh bien parce que la première règle au niveau du poids statistique, c'est que la règle de l'octet est au maximum respectée pour les éléments de la deuxième période. Or, l'azote est un élément de la deuxième période. Mais tant qu'à faire, on va prendre la forme de droite où l'azote respecte la règle de l'octet. Dans les deux, l'oxygène, lui, respecte la règle de l'octet, pas de problème. Autre exemple, l'exemple du dioxyde de soufre, SO2. Voici une représentation de Lewis du dioxyde de soufre. Vous voyez que le soufre au milieu ne respecte pas la règle de l'octet, puisqu'il a 10 électrons autour de lui. Certes, mais le soufre n'est pas dans la deuxième période de la classification périodique, il est dans la troisième. Donc il peut tout à fait ne pas respecter la règle de l'octet. Si jamais on voulait lui faire respecter la règle de l'octet, alors il faut écrire des formules mésomères. Ces formules mésomères, eh bien, on délocalise une liaison entre le soufre et l'oxygène, ici entre mon oxygène de gauche, qui donnerait la formule mésomère que je dessine à gauche, avec apparition de charge formelle sur l'oxygène et sur le soufre. Je peux faire la même chose à droite, en délocalisant une liaison. Alors si je reprends mes règles, la première c'est que la règle de l'octet doit être au maximum respectée pour les éléments de la deuxième période, mais le soufre n'étant pas dans la deuxième période,
on va à la règle suivante qui dit que la formule doit faire apparaître un minimum de charge formelle. Ainsi, c'est la formule du milieu qui va être la plus probable. Et on ne va garder qu'une seule représentation de Lewis pour SO2, celle du milieu. Les formules mésomères de droite et de gauche ont un poids statistique, une représentativité négligeable. Dernier exemple, l'exemple d'un ion un petit peu compliqué qui fait intervenir un azote, un carbone et un oxygène. On peut dessiner deux formules mésomères. Je passe de celle de gauche à celle de droite en rabattant déjà un doublé de l'azote pour former une triple liaison entre le carbone et l'azote, et puis en délocalisant également, de manière à ce que le carbone respecte, parce que ça c'est une obligation, la règle de l'octet, en délocalisant une liaison entre le carbone et l'oxygène sur l'oxygène. Ici, la représentation la plus probable va être celle, si je prends ma troisième ligne, celle où les charges formelles négatives sont portées par les atomes les plus électronégatifs et les charges formelles positives par les atomes les moins électronégatifs. Ici, on a une charge formelle négative, elle doit être portée par l'atome le plus électronégatif possible. Des deux formules, il y en a une où la charge formelle moins est portée par l'azote, l'autre où la charge formelle moins est portée par l'oxygène. L'oxygène étant plus électronégatif que l'azote, c'est la forme de droite qui a une représentativité statistique maximum. Et on va garder une seule représentation de Lewis pour OCN-, celle de droite. Les exemples précédents, introduits pour illustrer la notion de poids statistique et les différentes règles en rapport avec ce poids statistique, sont des exemples sur lesquels vous pouvez vous entraîner pour bien manier les formules mésomères. Je vais donner ici d'autres exemples, en commençant par l'ionnitrate. L'ionnitrate, on avait déjà donné une représentation de Lewis. Remarquez, dans cette représentation de Lewis, que j'ai dessinée ici à gauche, j'avais fait le choix de mettre la double liaison entre l'azote et l'oxygène de droite. Mais c'est moi qui avais fait ce choix-là. Les trois oxygènes sont en fait équivalents, et j'aurais pu très bien dessiner la double liaison entre l'azote et un autre oxygène. Ça, c'est lié en fait aux différentes formes mésomères possibles de l'ionnitrate. Les trois formes mésomères sont les mêmes en fait que dans l'ion carbonate. On va trouver effectivement, pour cet ionnitrate, trois formules mésomères. Je ne m'attarde pas sur ces trois formules, puisque ce sont des formules équivalentes à celles qu'on avait dessinées pour l'ion carbonate. Si je reprends quand même la première représentation de Lewis, celle qui est à gauche, je pourrais me dire que je vais délocaliser la double liaison sans délocaliser le doublé non liant. Donc le doublé non liant qui est ici entouré et que je délocalise, je vais imaginer que je ne le délocalise pas, alors je pourrais dessiner une quatrième formule mésomère qui est celle que j'ai dessinée en bas par délocalisation uniquement de la double liaison. C'est une formule mésomère possible, certes, mais l'azote ne respecte pas la règle de l'octet puisqu'il n'est entouré que de 6 électrons. Il y a également trop de charges formelles. Au final, le poids statistique est négligeable pour cette formule mésomère et globalement, la structure électronique réelle de la molécule est représentée par l'ensemble des trois formules entrecrochées, pas à l'aide de cette quatrième formule mésomère. Un autre exemple que vous utiliserez en chimie organique, c'est le cas du benzène. Le benzène, c'est une molécule de formule brute C6H6 et on constate expérimentalement dans le benzène que les 6 liaisons carbone-carbone sont équivalentes. Ce sont des liaisons intermédiaires entre des doubles et simples liaisons, au niveau de la longueur et au niveau de l'énergie de liaison. Or, si je représente, comme c'est dessiné ici, une représentation de Lewis classique du benzène, je ne fais pas apparaître que les 6 liaisons sont équivalentes. Pour cela, il va falloir écrire une autre forme mésomère du benzène. Je vais délocaliser une de mes liaisons, une de mes doubles liaisons. Pour que les carbones puissent respecter la règle de l'octet, le carbone adjacent va devoir délocaliser sa double liaison, et ainsi de suite. En fait, les trois liaisons se délocalisent en même temps, et on tombe sur cette haute représentation de Lewis. Le benzène n'est décrit correctement que par l'ensemble de ces deux formules mésomères. On a l'habitude de représenter le benzène par ce que j'ai dessiné en bas ici, le benzène avec au milieu un rond. En fait, cette représentation est ce qu'on appelle un hybride de résonance. Alors, qu'est-ce qu'un hybride de résonance ? Un hybride de résonance, c'est la moyenne pondérée des différentes formules mésomères. Je viens de le donner pour le benzène, on va dessiner maintenant l'hybride de résonance pour l'ion carbonate dont je vous ai remis
ici les 3 formules mésomères. Si je considère une des liaisons carbone-oxygène, l'une des 3, elle est simple dans 2 tiers des formules mésomères, c'est-à-dire dans 2 formules mésomères sur 3, et elle est double dans 1 tiers des formules mésomères, c'est-à-dire une formule mésomère sur 3. Si je regarde un oxygène et si je regarde sa charge, il est chargé moins dans 2 tiers des formules et non chargé dans 1 tiers des formules mésomères. En moyenne, en fait, une liaison CO va être entre une double et une simple, et un oxygène va être chargé moins 2 tiers. On représente donc l'hybride de résonance de la manière suivante. Pour montrer que la liaison carbone-oxygène est entre une liaison simple et une liaison double, je représente une liaison en trait plein et une liaison en pointillé. La charge, je peux la quantifier, étant donné que pour un oxygène, les 2 tiers du temps, ou sur 2 tiers des formules mésomères, il est chargé moins, et sur 1 tiers, il est non chargé. En moyenne, sa charge va être de moins 2 tiers. Sur les hybrides de résonance, on ne s'intéresse pas aux doublés non liants. On aurait éventuellement pu préciser ici que pour un oxygène donné, il a tout le temps au moins 2 doublés non liants et de temps en temps un 3e doublé non liant. Donc on aurait pu préciser 2 doublés en trait plein et un 3e en pointillé, ce qu'on trouve parfois, mais ce que je n'ai pas fait ici. Autre exemple d'hybride de résonance avec l'ion nitrate, NO3-, dont on a déjà parlé, dont on a déjà représenté des structures de Lewis et les formules mésomères. Vous pouvez faire le même travail, vous trouverez que chaque oxygène est chargé moins 2 tiers en moyenne. Je stipule par une liaison pleine et une liaison en pointillé le fait que les liaisons azote-oxygène sont entre des liaisons simples et les liaisons doubles. L'azote du milieu est lui sur l'ensemble des formules mésomères chargé plus, donc en moyenne, il est chargé plus. Un dernier exemple avec la molécule d'ozone O3. Je vous ai représenté les 2 formules mésomères de la molécule d'ozone qui ne sont pas très faciles à trouver et à manipuler. C'est un bon exemple sur lequel vous pouvez vous entraîner, qui est relativement difficile mais qui permet de correctement s'entraîner. Alors sur ces 2 formules mésomères, on voit que l'oxygène du milieu est toujours chargé plus. Dans l'hybride de résonance, il va être chargé plus, alors que les oxygènes qui sont en bout de chaîne, eh bien, sur une formule mésomère sur 2, ils sont chargés moins, et sur l'autre, ils sont non chargés. Au final, pour l'hybride de résonance, chaque oxygène en bout de chaîne est chargé moins 1,5. L'oxygène du milieu est chargé plus. Et encore une fois, je stipule que mes liaisons oxygène-oxygène ici sont entre des liaisons simples et des liaisons doubles par une liaison en trait plein et une liaison en pointillé. Il nous reste à voir maintenant dans ce cours la géométrie des molécules. À partir du modèle simple de Lewis et des représentations de Lewis, on est capable de donner la géométrie des molécules grâce à une théorie qu'on appelle la théorie VSEPR. C'est ce que nous allons voir maintenant, les différentes géométries possibles, et on terminera en grand 3-7 par le moment dipolaire d'une molécule qui est directement lié à sa géométrie. La théorie VSEPR, ou théorie de Gillespie, renseigne sur la géométrie spatiale de l'espèce. Elle dit que l'arrangement le plus stable est celui qui va minimiser les répulsions entre les doublés. Si je prends l'exemple de la molécule d'eau, avec sa représentation de Lewis, on a pour la molécule d'eau, autour de l'oxygène, 4 doublés. 2 doublés non liants et 2 doublés liants, qui sont les 2 liaisons simples. En fait, la molécule d'eau va avoir la géométrie de manière à minimiser la répulsion entre les 4 directions des 4 doublés. Une répulsion électrostatique. C'est-à-dire que les 4 directions vont être les plus éloignées les unes des autres possibles. Si je prends l'exemple de l'ion NO2-, je vais avoir 3 directions autour de l'azote. Parce que j'ai une liaison simple azote-oxygène, une double liaison azote-oxygène, mais qui correspond à la double liaison à une seule direction pour mon doublé, et puis un doublé non liant, un doublé libre, qui correspond à une 3e direction. La théorie VSEPR dit qu'il va falloir placer ces doublés dans 3 directions de l'espace de manière à minimiser au maximum les répulsions entre ces doublés. C'est identique pour l'ion NO3-. On a ici 3 directions. On va minimiser les répulsions en mettant les doublés dans des directions de l'espace privilégiées. En fait, en fonction du nombre de directions et du nombre de doublés, eh bien, on a ce qu'on appelle différentes figures de répulsion. Ces figures de répulsion, il y en a 5.
et il faut les connaître. Lorsque on a deux doublés, eh bien la figure de répulsion est dite linéaire. En fait, pour minimiser la répulsion entre doublés, le plus simple pour visualiser, c'est d'imaginer des ballons de baudruche qui vont d'eux-mêmes se mettre dans des positions où ils vont minimiser l'interaction qu'ils ont entre eux. Donc pour deux doublés, les ballons de baudruche vont se mettre en configuration linéaire. Pour trois doublés, si vous imaginez trois ballons de baudruche, ça va former un triangle blanc. Pour quatre doublés, on va avoir une figure de répulsion tétraédrique. Pour 5 doublés, une figure de répulsion bipyramide trigonale. Et pour 6 doublés, une figure de répulsion octaédrique. Donc vous avez la représentation entre guillemets en ballon de baudruche. Et puis en dessous, vous avez la représentation avec des modèles moléculaires de ce que donnent ces figures de répulsion. Il va falloir aussi se souvenir des angles qui sont indiqués ici. 180 pour une figure de répulsion linéaire. Le triangle plan, on a des angles entre les différentes directions de 120 degrés. Le tétraède 109,5, etc., etc. Donc connaître l'ensemble des angles décrits sur cette diapositive. Je vais m'intéresser au cas où la figure de répulsion est linéaire. C'est le cas par exemple du cyanure d'hydrogène. Effectivement, autour du carbone, il y a deux directions. Une direction pour la triple liaison et une direction pour la simple liaison. Le cyanure d'hydrogène est donc une molécule linéaire avec un angle de 180 degrés entre la liaison carbone-hydrogène et la triple liaison carbone-azote. Pour les autres figures de répulsion, je vais détailler, puisque c'est un peu plus compliqué, chaque figure de répulsion, les différents cas possibles. On va commencer par les différentes géométries en figure de répulsion triangle plan. Donc la figure de répulsion triangle plan, c'est donc quand on a autour de l'atome central trois directions. Quand je vais parler de figure de répulsion, de manière générale, il s'agira toujours d'une figure de répulsion autour d'un atome donné, qui est toujours l'atome central de l'entité considérée. Alors, première géométrie possible en figure de répulsion triangle plan, c'est par exemple l'exemple du fluorure de bore. On a un bore central et trois liaisons avec trois fluores. On est de type ce qu'on appelle AX3, A étant l'atome central, et X3 étant les trois liaisons formées entre l'atome central et des atomes périphériques. La figure de répulsion est bien sûr triangle plan puisqu'on a trois directions et on va dire que la géométrie de l'entité autour de l'atome de bore est également triangle plan. On reviendra sur la différence entre figure de répulsion et géométrie et dès lors que justement il y aura une différence. Ici il n'y en a pas, figure de répulsion et géométrie se confondent. Elles sont toutes les deux triangle plan pour le fluorure de bore. L'angle entre les liaisons bore-fluor est donc de 120 degrés. Que se passe-t-il, comme dans le cas du formaldéhyde, par exemple, on a trois directions, mais avec deux liaisons simples et une liaison double. Eh bien, on voit que sur les petits schémas théoriques et réels, les angles ne sont pas tout à fait de 120 degrés, mais la différence par rapport à d'autres molécules que l'on verra par la suite est relativement négligeable, on est tout proche de 120 degrés. Il faut retenir que pour la suite, dans la théorie VSEPR, que les liaisons soient simples, doubles ou triples, nous importe peu. On considère que c'est la même chose, et le cas du formaldéhyde ici va être exactement le même cas du fluorure de bore. On va dire que le type va être AX3 en théorie VSEPR, et que la géométrie autour de l'atome de carbone dans le formaldéhyde est triangle, avec des angles qu'on va considérer à 120 degrés. Ce qui change, c'est lorsque une des directions n'est plus un doublé liant, ou deux doublés liants pour former une double liaison, mais un doublé non liant. Dans ce cas-là, comme on l'observe sur la molécule du chlorure d'étain, l'angle entre les liaisons étain-chlore n'est plus de 120 degrés, mais de 95 degrés. Alors ne retenez surtout pas cette valeur de 95 degrés, il faudra juste retenir que, du fait de la présence d'un doublé non liant, l'angle entre les deux liaisons restantes est inférieur à 120 degrés. Alors pourquoi ? Parce qu'un doublé non liant occupe plus de place qu'une simple liaison ou qu'une double liaison, et que pour minimiser les répulsions entre les différentes directions, les liaisons vont se rapprocher, et l'angle entre les deux liaisons est plus faible que 120 degrés. Dans la théorie VSEPR, on ne va plus dire que le chlorure d'étain est du type AX3, mais de type AX2E, X étant le nombre de doublés liants que l'on a à partir de notre atome central, et E, le nombre de doublés non liants.
Donc ici, on est en type AX2E. Au niveau de la géométrie, elle va être ici différente de la figure de répulsion. La figure de répulsion, autour de l'atome d'étain, c'est toujours triangle plan, puisque l'on a 3 directions. La géométrie, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'on ne s'occupe que des liaisons et que des atomes. On va se demander la géométrie des atomes de chlore autour de l'atome d'étain. La géométrie va être dite molécule coudée. En effet, les 2 atomes de chlore autour de l'atome d'étain, ça forme un coude. On ne s'intéresse pas, ici, au doublé non liant lorsqu'on parle de géométrie. On va faire le même travail que ce qu'on vient de faire sur les géométries en figure de répulsion triangle plan pour les autres figures de répulsion. On va voir qu'on peut définir différentes géométries en fonction du nombre de doublés non liants présents dans l'entité. Donc on commence par la figure de répulsion tétraédrique. Dans le cas où on a un type AX4, c'est-à-dire où on a 4 liaisons autour d'un atome central qui est ici le carbone, c'est le cas du méthane, eh bien la figure de répulsion est tétraédrique, la géométrie de la molécule est tétraédrique également. L'angle c'est 109,5. La représentation que j'ai utilisée ici, c'est une représentation qui vous est un petit peu familière, que vous avez vue au lycée, la représentation dite de Cram. On va dessiner dans le plan de la diapositive les liaisons qui sont dans le plan de manière pleine. On va dessiner en pointillé les liaisons qui partent à l'arrière de la diapositive. Et on va dessiner sous forme de triangle en noircissant ce triangle les liaisons qui viennent vers l'avant de la diapositive. Dans le cas où on a 3 liaisons et un doublé non liant, c'est le cas de l'ammoniac NH3, eh bien l'angle va être modifié légèrement, il va diminuer du fait que le doublé non liant occupe une place plus grande. Encore une fois, ne retenez pas cette valeur ici pour l'ammoniac de 107,3, mais retenez qu'on a un angle qui diminue par rapport à l'angle du tétraèdre. La figure de répulsion est toujours tétraédrique pour l'ammoniac, mais quelle est sa géométrie si on ne s'intéresse qu'aux atomes? Eh bien, la géométrie, ça va être une pyramide à base triangulaire. On dit dans la théorie VCEPR que le type AX3E a comme géométrie une pyramide à base triangulaire et une figure de répulsion tétraédrique. Au niveau de la géométrie de NH3, une pyramide à base triangulaire, on pourrait tout à fait dire qu'une pyramide, c'est un tétraèdre, et donc que NH3 est une molécule tétraédrique. En fait, dans la théorie VSEPR, lorsqu'on parle de géométrie tétraédrique, on sous-entend que le tétraèdre est parfait, et qu'il contient l'atome central. Dans le cas de CH4, le cas qu'on a vu juste avant, le tétraèdre est parfait, et puis l'atome de carbone est au centre du tétraèdre et pas à un sommet. On continue cette fois toujours dans la figure de répulsion tétraédrique. Si on a 2 doublés non liants, c'est le cas de l'eau, on est dans un type AX2E2, l'angle diminue encore du fait de la présence de ces 2 doublés non liants, et la molécule d'eau va être une molécule coudée. On procède de la même manière pour l'ensemble des figures de répulsion. Pour ce qui est de la figure de répulsion bipyramide trigonale, donc avec 5 doublés, on va discerner les positions axiales et les positions équatoriales dans la bipyramide trigonale. Si je n'ai que des liaisons, qu'elles soient simples ou doubles, c'est le type par exemple du pentachlorure de phosphore PCl5, je suis en type AX5 et la géométrie de la molécule, c'est la figure de répulsion, c'est bipyramide trigonale. Si maintenant j'ai un doublé non liant, ce doublé non liant va se placer dans une des positions équatoriales. On va être dans un type AX4E, l'angle bien sûr diminue légèrement, et on va dire que la molécule a une géométrie en forme balançoire. En type AX3E2, 2 doublés non liants, on va avoir une molécule en T. Les 2 doublés non liants prennent des positions équatoriales. Et si j'ai maintenant pour cette figure de répulsion bipyramide trigonale 3 doublés non liants, c'est le cas de l'ion triiodure, eh bien ces 3 doublés non liants sont dans les positions équatoriales, ce qui fait que pour la molécule de triiodure I3-, la molécule est linéaire. Vous voyez sur cet exemple, I3-, vous avez 3 atomes en géométrie linéaire. Pour l'eau H2O, vous avez 3 atomes et la molécule est coudée. Donc ce n'est pas le nombre d'atomes qui va vous définir la géométrie. Il faut prendre d'abord le type de figure de répulsion et ensuite regarder le nombre de doublés non liants. Pour cette figure de répulsion bipyramide trigonale, vous vous demanderez peut-être pourquoi les doublés se placent toujours en équatorial dans les types AX4E, AX3E2 et AX2E3.
Alors prenons par exemple le cas du type AX4E et comparons-le au type AX5. Par rapport au type AX5, il faut que je remplace une liaison, qui est donc un doublé liant, par un doublé non liant, plus répulsif. Si je place ce doublé non liant en position axiale, alors je vais avoir des répulsions avec les 3 liaisons qui sont dans le plan équatorial. Donc j'ai 3 répulsions importantes avec 3 liaisons à 90 degrés. Si je place ce doublé non liant en position équatoriale, je vais me retrouver avec uniquement 2 répulsions à 90 degrés avec les 2 liaisons qui sont en axiale. J'ai également des répulsions avec les autres liaisons en équatoriale, mais comme j'ai des angles de 120 degrés, la répulsion est moindre. Et ce qui va nous intéresser, c'est les répulsions les plus proches. Or, si je place le doublé non liant en position axiale, j'ai 3 répulsions à 90 degrés. En position équatoriale, uniquement 2 répulsions à 90 degrés. C'est pourquoi le doublé se place effectivement en position équatoriale. Le raisonnement, par suite, est identique pour les types AX3E2 et AX2E3. Retenez qu'un doublé non liant se place toujours en position équatoriale dans l'ensemble des géométries des figures de répulsion bipyramides trigonales. Dernière figure de répulsion, c'est la figure de répulsion octaédrique. Tous les angles sont égaux à 90 degrés lorsque on est dans un type AX6, c'est le cas de l'hexafluorure de soufre. La figure de répulsion est octaédrique, la géométrie de la molécule est également octaédrique. Si maintenant on a un doublé non liant comme IF5, eh bien on est dans une structure, une géométrie de la molécule pyramide à base carrée. Et enfin, dernier cas dans cette figure de répulsion, si on a 2 doublés non liants, comme le tétrafluorure de xénon, eh bien on est dans une géométrie autour du xénon, plan carré. Alors le fait de connaître la géométrie d'une molécule va être utile en particulier pour savoir si une molécule est polaire ou non, c'est-à-dire si elle possède ou non un moment dipolaire. Et on verra qu'une molécule polaire ou une molécule apolaire n'ont pas les mêmes interactions vis-à-vis d'autres molécules. Alors qu'est-ce qu'une molécule polaire ? Une molécule polaire est une molécule qui possède un moment dipolaire. Et un moment dipolaire d'une molécule, c'est égal à la somme vectorielle des moments dipolaires de chaque liaison. Au niveau nomenclature, on va parler de molécules polaires et lorsque la molécule n'est pas polaire, de molécules apolaires. Pour illustrer la notion de molécule polaire ou apolaire, je vais prendre l'exemple de la molécule d'eau, H2O. Je représente ici sa structure de Lewis et H2O, en théorie VSEPR, c'est du type AX2E2, c'est-à-dire que c'est une molécule coudée. L'oxygène et l'hydrogène n'ont pas la même électronégativité. L'oxygène est bien sûr plus électronégatif que l'hydrogène. On a donc apparition dans la molécule d'eau de charges partielles, delta plus et delta moins. On se retrouve avec des charges partielles delta plus sur les hydrogènes et une charge partielle de delta moins sur l'oxygène. La conséquence, on en a déjà parlé dans ce chapitre, c'est que les liaisons oxygène-hydrogène sont polarisées. Et j'ai ici utilisé la convention des chimistes, c'est-à-dire que j'écris les dipôles de mes liaisons de la charge moins vers la charge plus. Les mathématiques nous disent qu'à partir de 2 vecteurs, on peut écrire une résultante. Ici, on a une résultante pour ces 2 vecteurs rouges qui vous donne le vecteur noir qu'on va appeler moment dipolaire et qu'on note sous forme vectorielle avec la lettre grecque mu. En fait, on a un moment dipolaire dès lors que le barycentre des charges négatives ne coïncide pas avec le barycentre des charges positives. H2O possède donc un moment dipolaire. On ne va pas essayer de quantifier ce moment dipolaire, c'est possible, mais ce qui nous intéresse, c'est juste pour les molécules de savoir si, oui ou non, ces molécules ont un moment dipolaire. L'eau, manifestement ici, avec ce petit travail, est polaire. 2 autres exemples pour bien comprendre cette notion de moment dipolaire. Ça va nous permettre en plus d'illustrer que c'est vraiment important de connaître la géométrie d'une molécule pour pouvoir déterminer si oui ou non il y a un moment dipolaire. On va travailler sur le dioxyde de carbone CO2 et le dioxyde de soufre SO2. Le carbone et le soufre n'ont pas le même nombre d'électrons de valence, ils ne sont pas dans la même colonne au niveau de la classification périodique. Si je détermine les formules de Lewis sans se soucier de la géométrie, pour le dioxyde de carbone, eh bien, j'ai cette structure-là. Pour le dioxyde de soufre, j'ai cette structure-là. En fait, le soufre est dans la colonne
de l'oxygène, il est juste en dessous. Dans la classification périodique, il possède 6 électrons de valence. Comme le soufre est dans la 3e période, il n'a pas lieu de respecter la règle de l'octet, donc pas de problème pour le soufre. On avait déjà vu cette structure de SO2 quand on a parlé de mésomérie. Voici la structure de Lewis la plus probable pour SO2. Intéressons-nous maintenant à la géométrie de ces entités. CO2 est de type AX2, SO2 de type AX2E, puisque j'ai un doublet non liant sur le soufre. La conséquence, CO2 va être une molécule linéaire, alors que SO2 va être une molécule coudée. Les liaisons sont polarisées aussi bien dans CO2 que dans SO2. En effet, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc on a des liaisons polarisées dans CO2 avec 2 vecteurs de polarisation que j'ai représentés ici en vert et en bleu. Même chose pour la molécule de SO2, étant donné que l'oxygène est plus électronégatif que le soufre. Alors j'ai précisé ici des delta primes pour bien montrer que ce ne sont pas les mêmes densités de charge que dans CO2. On aurait pu s'en passer, mais c'est parce que la différence d'électronégativité entre l'oxygène et le soufre n'est pas exactement la même que la différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène. Mes liaisons sont là encore polaires. Alors vous voyez dans les vecteurs vert et bleu que j'ai représentés ici, que j'ai utilisé la convention des physiciens, c'est-à-dire que je vais de la charge plus vers la charge moins, aussi bien sur mon dessin de CO2 que de SO2. Ça, c'est juste pour des raisons pratiques, ça me permet de partir de l'atome central et c'est plus facile à dessiner avec le logiciel. Pour savoir si ces molécules ont un moment dipolaire, on va faire la résultante vectorielle des vecteurs de polarisation des liaisons. Manifestement, dans CO2, on a une résultante nulle, le vecteur vert et le vecteur bleu s'annulent. Le dioxyde de carbone est donc une molécule apolaire. Au contraire, SO2, on a une résultante non nulle, on a une molécule coudée, on retombe dans le cas qu'on avait vu diapositive précédente avec l'exemple de l'eau. SO2 est une molécule polaire. Vous voyez ici, sur ces exemples de CO2 et SO2, avec 2 molécules qui se ressemblent, que leur différence étant une différence de géométrie, eh bien, l'une va être apolaire CO2, l'autre va être polaire SO2. La polarité va être à l'origine d'une différence de réactivité pour CO2 et SO2, et c'est donc à la base la géométrie différente entre ces 2 entités qui va expliquer à terme leur différence de réactivité et leur différence d'interaction avec d'autres molécules. Alors sur plusieurs petits exemples, on va aller voir en fonction des géométries quand est-ce que les vecteurs s'annulent et quand est-ce qu'on a une résultante nulle ou pas. Sur la plupart des cas que l'on peut trouver en théorie VSEPR, ça aidera ceux qui ne voient pas très bien dans l'espace. Commençons par un cas simple, une figure de répulsion et une géométrie en triangle plan. Donc c'est mon schéma en haut à gauche. J'imagine un atome central et puis 3 liaisons identiques que je considère bien entendu polarisées. Donc je représente des petits vecteurs pour montrer que ces liaisons sont polarisées. Mes 3 atomes verts sont identiques, donc la norme de mes vecteurs est la même. Si je fais la somme de ces 3 vecteurs, vous pouvez vous entraîner chez vous. Si vous avez vraiment du mal à voir, vous utilisez des carreaux pour bien voir qu'au final, la résultante est nulle au niveau de la somme des 3 vecteurs rouges. Maintenant, si je suis dans une géométrie tétraédrique, même chose, je considère un atome central lié à 4 atomes bleus qui sont identiques, donc je vais toujours avoir les mêmes normes pour mes vecteurs. Je considère bien entendu mes liaisons polarisées. Donc les 2 vecteurs bleus ici vont donner comme résultante un vecteur qui va être dans le plan de ma diapositive. De la même manière, les 2 vecteurs rouges, ici avec un vecteur qui part vers l'arrière de la diapositive et un vecteur qui vient vers l'avant de la diapositive, eh bien, je vais avoir une résultante pour ces 2 vecteurs rouges qui va être un vecteur dans le plan de la diapositive. Et en fait, les 2 vecteurs, le premier qui est la somme des 2 vecteurs bleus, le deuxième qui est la somme des 2 vecteurs rouges, vont s'annuler au niveau de cette géométrie tétraédrique et la résultante va également être nulle. Si j'ai une géométrie maintenant bipyramide trigonale, on a déjà parlé de la somme de 3 vecteurs sur un triangle lorsque on a regardé la géométrie triangle plan. Donc tout ce qui est dans le plan équatorial, si j'avais dessiné 3 vecteurs, ils s'annuleraient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en plus les vecteurs qui partent en position axiale. On voit manifestement ici, s'ils sont de même norme, que le vecteur rouge et le vecteur bleu
vont s'annuler. Et comme les 3 vecteurs du plan équatorial s'annulent, au final, la résultante est nulle. Si la géométrie est cette fois octaédrique, eh bien les vecteurs vont s'annuler 2 à 2. Ici, le vecteur rouge s'annule avec le vecteur bleu, et on peut faire le même travail pour les 4 atomes qui restent. On trouvera encore une fois, ici, une résultante nulle. Alors, ce petit travail, c'était pour vous aider un petit peu, si vous ne voyez pas dans l'espace. Il ne faut pas en conclure qu'on a toujours des résultantes nulles. Non, bien entendu, il existe des géométries. Par exemple, cette géométrie en T. Les 2 vecteurs rouges, ici, de mes liaisons polarisées vont s'annuler. Il reste une résultante, et donc la molécule ici considérée sera forcément polaire. Donc, ainsi se termine ce chapitre sur l'architecture moléculaire, qui est vraiment le chapitre clé, qui est le chapitre le plus long, avec le plus d'informations, et qui est un chapitre extrêmement important dans ce cours de chimie physique. Alors au niveau du grand 1, on a d'abord une partie très informative sur les différents types de liaisons. Ça c'est plutôt du ressort de votre culture générale. Et puis il y a des choses dont vous entendrez parler dans d'autres cours au niveau de votre formation. Ce qui est fondamental, c'est ce qui est entre le grand 1,2 et le grand 1,6, qui met en place les représentations de Lewis, la notion de charge formelle, de nombre d'oxydation, comment trouver une représentation de Lewis, etc., etc. Au niveau du grand 1,7, les caractéristiques de la liaison covalente, il ne faut pas connaître par cœur les valeurs données, qui sont juste là pour illustrer, mais connaître les ordres de grandeur en kilojoules par mol de l'énergie des liaisons et en picomètres de la longueur de liaison. Comprendre également le concept de liaison polarisée, qui resservira pour un autre concept, une autre notion très importante, qui est celle qu'on vient de voir de moment dipolaire d'une molécule. Au niveau du grand 2, c'est-à-dire la partie sur la mésomérie, c'est quelque chose ici de très important et qu'il faut maîtriser. Il faut s'entraîner sur des exemples parce que ce n'est pas quelque chose de très simple. Entraînez-vous sur les exemples qui sont donnés dans le cours. J'ai choisi ces exemples pour leur difficulté progressive et puis pour essayer de faire un petit peu le tour de ce qu'on peut vous demander au niveau de la mésomérie. Pour ce qui est du grand 3, il y a d'abord la théorie VSEPR. Il faut savoir retrouver sur un exemple la géométrie. Attention, ne surtout pas apprendre les exemples. Il y a un fonctionnement à comprendre pour retrouver facilement la géométrie d'une molécule. Une fois qu'on a compris, c'est très facile de retrouver la géométrie d'une molécule à partir du nombre de directions, du nombre de doublés liants et du nombre de doublés non liants. Il faut également connaître les angles des figures de répulsion, pas des géométries, juste celles des figures de répulsion, et savoir interpréter la diminution de la valeur d'un angle du fait de la présence d'un ou 2 doublés non liants. Juste leur diminution, pas du tout connaître la valeur des angles lorsque la géométrie n'est pas identique à la figure de répulsion. Pour terminer, il faut savoir déterminer si une molécule est polaire ou non. Vous avez suffisamment d'exemples donnés sur les 3 dernières diapositives pour vous entraîner sur cette notion de polarité de molécules qu'on reverra par la suite et dont on se servira très largement par la suite.